Chapitre 3. Le Canada sans le Québec. Portrait politique du Canada de l'an 1. Dans toute bataille, il faut évaluer les forces et les faiblesses de la partie adverse. L'adversaire de l'indépendance, c'est le Canada. À première vue, et à cause de notre situation de dépendance historique, on a peut-être donné à cet adversaire un poids et une puissance bien supérieure à celle qu'il a effectivement. Le Canada post-national de Trudeau n'est-il pas finalement un tigre de papier? Depuis des années, le mouvement indépendantiste a toujours affiché, et le fait encore, la nécessité de maintenir des liens avec ce pays après notre départ. On a même proposé de maintenir la monnaie de ce pays après notre départ. Depuis toujours, on fait des discussions interminables sur les perturbations de l'indépendance sur le Québec et de sa capacité à survivre à cette catastrophe qu'est l'indépendance. Serait-il pas opportun et important de commencer à se questionner sur ce qui va se passer au Canada après notre départ? En 82, le seul débat qu'il y a eu là-dessus, ce sont les camions de la Brinks qui sortaient les richesses du Québec des frontières du Québec. Qu'est-ce qui va arriver au Canada après notre départ? Le Canada est une structure nationale du 19e siècle, totalement déphasée en regard des exigences d'un État national moderne. La séparation des pouvoirs imposée au Québec en 1867 et maintenue de façon intégrale dans le coup de force de 1982 repose sur une décision politique en fonction du fonctionnement d'un État-nation en 1867. Or, 150 ans plus tard, la gestion d'un État-nation est devenue quelque chose de totalement différent. En 1867, il faut comprendre que l'impôt sur le revenu n'existait pas. Il n'y avait pas d'automobile, le téléphone n'existait pas, le télégraphe était à ses premiers balbutiements, l'éducation était religieuse et les soins de santé, la responsabilité des bonnes œuvres, les bibliothèques publiques inexistantes, etc. On ignorait aussi l'existence même de l'électricité et encore plus le fait que cette richesse serait considérée comme une richesse naturelle. Il faut comprendre que ce n'était pas un problème de laisser aux provinces la juridiction sur les richesses naturelles quand on contrôlait les taxes sur leur exportation. C'est dans ce cadre que les rédacteurs de la Constitution canadienne ont dicté les règles de fonctionnement de ce pays qu'ils voulaient créer. En fait, ils voulaient à tout prix éviter que le Canada français devienne un pays. En 1867, en liant le Bas et le Haut-Canada, les dignes représentants de l'Empire britannique s'assuraient, en ayant une majorité de représentants au Parlement central, de contrôler ce nouveau pays. En conséquence, ils se sont donc octroyés des pouvoirs alors essentiels à la gestion d'un État-nation, le contrôle de l'armée, des relations internationales, du commerce interprovincial et international, sans oublier les pêches côtières. On laisse donc aux provinces des responsabilités et des droits qui sont alors peu importants et surtout, on prive cette nouvelle juridiction du principal outil de financement existant alors, les taxes. Ils n'ont pas oublié d'inclure dans la Constitution une clause sur les droits résiduaires faisant en sorte que tout nouveau champ de compétences qui serait créé serait de juridiction fédérale. Dans ce cadre, le gouvernement fédéral s'est vu octroyer la juridiction sur les communications et l'énergie nucléaire sur la base du concept de l'intérêt national, aussi inclus dans la Constitution. Le gouvernement fédéral, par son pouvoir de dépenser, s'est arrogé le droit d'intervenir dans tous les champs de juridiction. Le Canada est fondamentalement un siège social avec bien peu d'activités concrètes. C'est un redistributeur de richesses qui reçoit beaucoup plus d'argent des provinces qu'il en a besoin pour remplir ses responsabilités propres. C'est ça qu'on appelle le déséquilibre fiscal. Cet état de fait constitue la force de cette organisation centralisée, mais aussi son talon d'Achille. Fondamentalement, les provinces du Canada n'ont pas besoin du fédéral pour fonctionner. C'est le fédéral qui a besoin des provinces pour exister. Il nous semble essentiel
pour bien analyser la situation, de se faire une idée précise sur ce qui risque d'arriver avec le Canada suite au départ du Québec. Nous avons l'impression que sans le Québec, la structure fédérale canadienne va s'effondrer comme un château de cartes. Une base identitaire très faible. Il est intéressant de noter que la base identitaire du Canada est empruntée au Québec. Le nom Canada, l'hymne national, la feuille d'érable, le sport national sont tous des icônes qui sont fondamentalement d'origine québécoise. Il est donc pertinent de s'interroger sur le sort de ce pays post-national après notre départ. Il nous semble que le sort du Canada après notre départ n'a pas été un sujet ayant été suffisamment abordé et analysé. Sur cet aspect, il y a un gros travail à faire. Ce travail n'est pas inutile puisque le Canada restera notre voisin. Qu'on le veuille ou non, nous aurons encore des contacts et des relations avec notre voisin. Mais de quoi, politiquement, notre voisin aurait-il l'air? Nous vous proposons d'amorcer une réflexion sur cet aspect. Le love-in du Canada, lors du dernier référendum, a fonctionné parce qu'on a cru que les Canadiens nous aimaient. On n'a pas compris que pour la première fois de leur existence, les Canadiens constataient que sans le Québec, ils n'étaient plus rien, qu'ils n'étaient plus le Canada, qu'ils devenaient quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. L'image des 5 années de perturbation que Pauline Marois prédisait au Québec après l'indépendance, un conte de fées en regard des turbulences que ce territoire désorganisé aura à traverser. Sans le Québec, que deviennent les institutions politiques canadiennes? Le Canada est une aberration géopolitique qui a été créée pour permettre le financement et la réalisation d'un chemin de fer allant de l'est à l'ouest sur des milliers de kilomètres. En termes géographiques et économiques, les véritables liens naturels sont beaucoup plus sur une base nord-sud qu'est-ouest. Le retrait du Québec de cet ensemble va illustrer sans équivoque la profondeur de cette utopie. Cet état de fait est implacable et il remet directement en cause l'existence même du Canada. Cette utopie nous est encore imposée. À titre d'exemple, le fait qu'on nous propose un TGV Québec-Toronto, alors que de toute évidence, un TGV Québec-New York serait beaucoup plus rentable que ce projet vers Toronto. Depuis des décennies, notamment avec le creusage de la voie maritime et par le transfert des vols de Montréal à Toronto, a été organisé et planifié pour transférer la richesse de Montréal vers Toronto. Tout cela financé par nos impôts. Le retrait du Québec du Canada remet en cause le fondement superficiel de ce pays, à mare usque ad mare. Cette nouvelle situation forcera tous les composants de ce pays à se restituer, à se redéfinir. Cela commencera par la nécessité d'une révision fondamentale de la structure juridique de ce pays. Fini les deux nations, fini les deux peuples fondateurs, fini le supposé bilinguisme, fini la protection des minorités linguistiques, fini la présence des députés québécois, de sénateurs québécois, de ministres québécois. Le retrait du Québec remet en cause les fondements mêmes de la structure juridique du Canada. La Constitution canadienne a été écrite en considérant la présence du Québec. Le poids politique du Québec était alors trop important pour ne pas en tenir compte, notamment dans la définition des principales institutions de ce pays. Que ce soit pour la Chambre des communes ou le Sénat, la première question qui se posera sera de déterminer si ces institutions peuvent siéger sans la présence des députés ou sénateurs qui auraient alors la citoyenneté québécoise. Bien évidemment, ces personnes, les députés et sénateurs québécois, seront formellement et rapidement informés que dans les 24 heures de la déclaration d'indépendance, elles auront l'obligation de déterminer si elles sont des citoyennes québécoises ou canadiennes. Dans l'éventualité qu'ils choisissent de demeurer citoyens canadiens, ils perdraient alors leur citoyenneté québécoise. Ils n'auraient alors plus le droit de résidence dans le pays qui serait le Québec. En soi, il est évident qu'une personne dont la résidence serait située au Québec n'aurait plus de légitimité
pour siéger dans des institutions canadiennes. Cela est vrai pour toutes les institutions canadiennes. La Chambre des communes et le Sénat sont composés de membres des différentes provinces. Au lendemain d'une déclaration d'indépendance du Québec, il y a de bonnes chances qu'il n'y ait plus aucun député du Québec à la Chambre des communes. Il en va de même pour les sénateurs. Tous les sénateurs qui résident au Québec seront des persona non grata à titre de citoyens québécois. On peut se demander si juridiquement ces institutions peuvent siéger en l'absence des membres québécois. La Constitution canadienne ne prévoit pas cette possibilité. Si le premier ministre en poste au moment de la déclaration d'indépendance est un député d'une circonscription québécoise, il semble évident que les Canadiens ne voudront pas maintenir cette personne dans le poste de premier ministre du Canada. Jean Chrétien a été assommé par cette constatation en 1995. On peut imaginer les débats et les crises politiques que cette nouvelle situation va créer. Pensez-vous que tout cela va se faire dans la paix et l'harmonie du côté canadien? Combien de mois, d'années seront nécessaires pour que le Canada puisse absorber ce choc et se réorganiser? Il devient de plus en plus évident que le Rest of Canada a intérêt à commencer à réfléchir au sort de leur pays après notre départ. La probabilité de notre accès à l'indépendance est réelle et sérieuse. Ce n'est pas une utopie. C'est une réalité facilement accessible si on s'y prend bien pour y arriver. Je ne crois pas qu'il soit bon, ni pour nous, ni pour eux, de se fermer les yeux et de se boucher les oreilles pour faire semblant que cela ne se produira jamais. Alors, faisons ensemble un petit bout de chemin en examinant ce qu'on pense qui devrait vraisemblablement se passer au Canada après notre départ, en regardant les alternatives que les différentes régions du Canada actuelles pourraient envisager, en se demandant ce qui nous semble le plus plausible. Essayons de préciser le portrait politique du Canada de l'an 1. Faisons cela en s'interrogeant sur les possibilités qui s'offrent alors aux diverses provinces canadiennes. Que fera Terre-Neuve? Terre-Neuve s'est jointe au Canada après 2 référendums. Avant son adhésion au Canada, Terre-Neuve était une colonie britannique qui vivait essentiellement de l'industrie des pêches. Les bandes morues de Terre-Neuve représentaient une richesse immense, richesse qui finalement a été complètement anéantie par une gestion catastrophique faite par le gouvernement fédéral. Au premier référendum, les Terre-Neuviens s'étaient majoritairement prononcés contre l'adhésion au Canada. Au deuxième référendum, cette adhésion a été obtenue de justesse. Il faut comprendre qu'entre le premier et le deuxième référendum, le Canada avait créé un régime d'assurance-emploi qu'on appelait à cette époque l'assurance chômage. Dans un territoire où la très grande majorité de la population vivait de l'industrie de la pêche, les pêcheurs et les employés d'usines de transformation avaient essentiellement une activité professionnelle saisonnière. Il était plus qu'intéressant de se faire offrir de recevoir un montant d'assurance pour joindre les deux bouts pendant les périodes sans activité de pêche. Un cadeau difficile à refuser. Un cadeau un peu empoisonné si on considère qu'une partie des gains de la pêche était retenue pour payer cette assurance et que le prix des captures s'est maintenu vraiment très bas. Sans compter que la pauvreté de la gestion des stocks par le fédéral a épuisé la ressource et que les pêches ont dû être fermées, entraînant la migration de nombreux Terre-Neuviens vers les provinces de l'Ouest. Beaucoup de citoyens de Terre-Neuve se demandent s'ils n'ont pas été des dindons de la farce. Maintenant qu'ils ont accès à des redevances pétrolières, ils pourraient être tentés fortement de s'occuper de leurs propres affaires. Terre-Neuve, un nouveau pays? Pourquoi pas? Certes, ils n'ont qu'un demi-million d'habitants, mais il ne faut pas oublier que l'Islande n'en a que 300 000. L'Islande se tire très bien d'affaires, même si elle est isolée du continent. Beaucoup de résidents de Terre-Neuve seraient très à l'aise de tasser le drapeau du Canada pour le remplacer par celui de Terre-Neuve, qui flotte déjà très abondamment sur le territoire de la Grande-Île. La principale préoccupation des dirigeants de Terre-Neuve ne sera pas de savoir ce qui va se passer avec le Canada, mais bien ce qui se passera avec le Labrador.
L'indépendance du Québec change toute la dynamique politique au sujet de la gestion du Labrador. Terre-Neuve est bien peu équipée pour faire le développement de cet immense territoire, particulièrement ce qui a trait à l'énergie électrique. Terre-Neuve se serait mise en faillite si elle avait été obligée de payer le déficit de plus de 4 milliards généré par le projet hydroélectrique de Muskrat Falls, projet qui a été fait en refusant l'expertise québécoise en matière de construction de barrages en terre nordique. J'entrevois de belles négociations, d'égal à égal entre Québec et le Terre-Neuve, au sujet de l'exploitation du Labrador. Tous les deux auront un très grand intérêt à s'entendre. Que feront les provinces atlantiques? L'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Si l'on exclut la communauté acadienne, les populations de ces trois provinces sont relativement homogènes. Ces provinces voudront-elles demeurer dans le Canada après le départ du Québec? Est-il encore pertinent de maintenir pour cette population 3 gouvernements provinciaux? C'est bizarre de ne pas pouvoir répondre vraiment à cette question. Pourquoi ces gens sont-ils Canadiens? À quoi cela correspond-il pour eux d'être Canadiens? Pour ma part, je pense qu'ils songeront sérieusement à la possibilité de se réunir entre elles pour former un nouvel État indépendant. Par ailleurs, l'indépendance du Québec pour les Acadiens met en place une toute nouvelle dynamique. Il semble évident qu'il y aura une forte pression pour que la communauté acadienne se positionne en regard d'une éventuelle alliance entre eux et le Québec. Il est loin d'être exclu que certaines régions limitrophes au Québec soient tentées de se joindre au nouveau pays. Il est loin d'être déraisonnable de penser qu'un regroupement des provinces atlantiques puisse voir favorablement cette initiative. Que fera la Colombie-Britannique? Il est toujours étonnant d'entendre Radio-Canada nous communiquer des informations sur ce qui se passe en Colombie-Britannique. Qu'il y ait des fortes pluies en Colombie-Britannique, qu'il y ait des fortes pluies à Vancouver me laisse un peu indifférent. La météo de Miami suscite certainement plus d'intérêt pour les Québécois que celle de Vancouver. Je pense que les Britanno-Colombiens nous trouvent bien gentils, mais que dans le fond, ils n'en ont vraiment rien à foutre de ce qui se passe à Montréal. Depuis plusieurs années, la Colombie-Britannique devient de plus en plus chinoise et de moins en moins canadienne. Je vois très bien cette province devenir un pays. Il est aussi envisageable qu'elle devienne également un État américain. Je suis certain que le sort de cette province sera aussi lié à ce qui peut se passer politiquement avec la Californie aux États-Unis. Plus les années passent, plus la culture californienne se démarque de la culture américaine, surtout de la culture américaine du centre-ouest américain, culture largement partagée par nos provinces des prairies. Que feront les provinces de l'Ouest? L'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba ont aussi des populations relativement homogènes. L'Ouest canadien et l'Ouest américain peuvent facilement se comparer en termes de mode de vie, de positionnement politique, de valeurs et de culture. Il est très facile d'imaginer ce que serait pour cette population l'éclatement du Canada et la résurgence d'une possibilité de se joindre à leurs voisins du Sud. Une possibilité pour ces populations d'enfin exploiter leurs richesses pétrolières sans intervention d'Ottawa, souvent vu comme l'empêcheur de tourner en rond. Enfin, ils pourraient être dégagés de la fameuse péréquation qu'ils associent à une obole aux Québécois indigents. Que fera l'Ontario? C'est pour cette province que le retrait du Québec de la Fédération canadienne aura le plus d'impact. L'Ontario a toujours été gagnante dans la Confédération. La première préoccupation de cette province sera de savoir ce qui va arriver avec l'utilisation de la voie maritime. L'Ontario se démarque par les Grands Lacs et les ports des Grands Lacs. Les Grands Lacs pour l'Ontario sont la route d'accès aux États-Unis. Pour le Québec, il y a là un retour de situation dont on a de la difficulté à mesurer les conséquences. Il n'y aura plus un seul bateau qui pourra se rendre directement au Grand Lac sans passer par le Québec. Et ce sera le Québec qui établira les conditions d'utilisation de cette voie navigable. L'Ontario pourra être difficilement le matamor du Canada sans le Québec.
notamment à cause des forces centripètes que nous avons identifiées plus haut. Le départ du Québec de la Confédération aura pour l'Ontario un effet dévastateur. L'ensemble de la bureaucratie et de l'organisation fédérale travaillait à faire de l'Ontario le centre du Canada. La construction de la voie maritime a été l'outil privilégié pour spolier Montréal de son statut de port de mer le plus intérieur des terres d'Amérique. Avec l'indépendance, le Québec se retrouve avec un contrôle total sur la navigation intérieure. Le Québec contrôlera le flux maritime vers l'Ontario, une situation de dépendance qui aura un fort impact économique et politique de l'autre côté de la rivière Outaouais. Cet impact sera particulièrement dévastateur pour la ville d'Ottawa. Qu'est-ce que le Canada et l'Ontario vont faire avec Ottawa? C'est pas pour rien que la capitale du Canada est en Ontario, juste sur la frontière avec le Québec. Ce n'est pas pour rien que la région d'Ottawa s'est développée intensément dans les dernières décennies. Il n'est cependant pas évident que cette ville, artificiellement créée sur le mythe du Canada, survive comme capitale du pays Canada sans le Québec. Ottawa n'est alors plus au centre de ce nouveau pays, centre qu'on ne va connaître vraiment que lorsque tous les territoires auront déterminé leur avenir politique. Entre-temps, il est plus que probable que Toronto devienne le vrai centre politique de l'Ontario et de ce qui restera du Canada. Il sera important pour le Québec de prévoir ce qui arrivera avec la ville de Gatineau. Il faut, dès maintenant, définir le rôle de cette ville dans un Québec indépendant. Il faut éviter que le développement de Gatineau soit affecté par la décroissance de son voisin de l'autre côté de la frontière. Il faut aussi se préoccuper des minorités francophones du nord de l'Ontario. Il nous semble qu'il serait une bonne idée d'au moins offrir à tous les membres de cette minorité la citoyenneté québécoise, dans ce cas indépendamment de leur lieu d'habitation. Il ne faudra pas beaucoup de temps aux Ontariens pour se rendre compte que les règles de la partie sont changées et qu'ils viennent de sortir de leur statut de domination dans un pays qui n'existe plus. Notre vision des choses n'est peut-être pas une image exacte de ce qui va se passer dans la réalité. Toutefois, ce que nous soulignons est quand même basé sur une réalité. Pourquoi, jusqu'à maintenant, n'avons-nous jamais analysé et commenté la situation qui existera dans le Canada après notre départ? On s'est toujours préoccupé de ce qui va se passer au Québec après la séparation, disait-on. Il s'agissait là d'une conséquence de notre acceptation sans restriction du fardeau de la preuve. Quelles sont les conséquences pour nous de nous séparer, comme si notre séparation n'avait aucune conséquence pour le reste? Encore une fois, on ne se sépare pas, on se libère. Quand on présente cela de cette façon-là, on tient pour acquis que lorsqu'on se libère, on fait tomber des contraintes. On devient libre et l'on reprend le contrôle de notre sort. Penser que se situer dans ce nouveau contexte peut nous être défavorable, c'est se mépriser soi-même. Nous pensons que notre vision du Canada post-indépendance est réaliste. Elle permet à tout le moins d'envisager ce qui se passera au Canada est largement plus perturbant que ce qui va arriver au Québec. Nous nous consolidons, nous nous organisons, nous nous prenons en charge. Eux, ils se questionnent, se redéfinissent, songent aux alternatives, se réorganisent, etc. C'est un travail beaucoup plus important, une situation beaucoup plus éloignée de leur réalité actuelle que celle qui sera vécue par un Québec libre. À notre humble avis, il faudra de nombreux avis à ces gens pour recoller tout cela ensemble, si jamais ils y arrivent. Pendant toutes ces années, ce sont les gouvernements actuels des provinces qui seront le lieu de stabilité et de prise de décision. Il est plus que probable qu'un gouvernement fédéral central fort et unificateur deviendra avec notre départ un souvenir du passé. Quand on examine cela de cette façon, on devient très prudent avec l'idée de maintenir la monnaie canadienne comme monnaie du Québec.